Un certain nombre de ces médecins qui ont été formés hors de France et hors de la communauté européenne arrivent à la retraite. Ils se demandent bien comment ils vont être remplacés, hein, comme nous, les vieux formés en France. Et il y a aujourd'hui tous ces médecins à l'hôpital de Vierzon qui font un boulot formidable. S'ils n'étaient pas là, l'hôpital serait fermé depuis bien longtemps. Mais vraiment bien longtemps, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu un seul médecin pour les remplacer. Donc certains d'entre eux, et il y en a dans le service où je travaille, dans le service de gériatrie où je travaille, qui sont des jeunes médecins qui sont venus d'ailleurs, d'Afrique en particulier, qui ne sont pas payés bien cher, qui sont compétents et qui font un très bon travail. Et moi, je voudrais quand même dire un mot et leur rendre hommage. Alors, nous avons entendu la caisse d'assurance maladie, l'ARS, les élus, le docteur Lanotte. Mais moi, je voudrais passer la parole aux usagers maintenant. Donc, je donne la parole à la salle. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Je voudrais revenir un petit peu sur l'intervention du docteur Lanotte, qui m'a beaucoup intéressé, notamment sur la question des CPTS, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup apprécié son intervention au moment où il disait qu'il ne fallait pas fonctionner sur l'émotion, sinon ça empêchait le raisonnement. Alors, il y a un petit point à la fin de son intervention qui m'a un petit peu choqué, on va dire. Peut-être parce qu'il a prononcé ses paroles sous le coup de l'émotion. Quand il a dit que si on forçait les médecins à s'installer à tel endroit, ils seraient les seuls. Bon, ça c'est un propos que je n'avais jamais entendu, mais il me semble quand même qu'il y a une corporation qui est depuis longtemps, une corporation plus nombreuse encore, hein, qui est depuis longtemps forcée de s'installer, que ça lui plaise ou pas, ce sont les enseignants. Et ils ne sont pas chouchoutés, on ne leur promet pas une maison, ni rien du tout. Bon, alors, moi je n'ai rien, si vous voulez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, mais ça, je trouve que c'est... bon, moi ça m'a un petit peu révolté. Merci. Merci, monsieur. Bon, non, docteur Lanotte, non. Non, bon. Non, mais en revanche, là où je pense qu'il va y avoir intérêt à discuter, c'est quand même sur les conditions où on va faire travailler ces gens. Parce que si c'est pour les faire travailler avec un salaire de 2 000 euros, ça va être des médecins pas chers, hein, comme mes médecins étrangers là, à l'hôpital, hein, qu'on paye des clopinettes, hein, parce que ça serait quand même... alors que effectivement, aujourd'hui, un médecin qui a fait ses 3 ans d'internat pourrait s'installer où il voudrait, hein, et gagner tout à fait correctement sa vie, parce que vu le nombre de consultations qu'il aurait, il remplirait son agenda très rapidement. Donc la question est de savoir pourquoi ces jeunes ne vont pas s'installer dans un endroit où ils vont gagner beaucoup d'argent très vite, parce qu'ils auront un agenda plein très très vite. Donc je pense que c'est une question très compliquée, cette obligation d'installation. Et moi, je reviens un petit peu sur mon expérience. Hein. J'ai connu une époque où on faisait un internat sur une durée relativement longue dans le même hôpital. On changeait de service. Hein. Moi, j'ai fait mon internat en psychiatrie pendant 4 ans. J'ai fait mon internat à l'hôpital de Bourges, à l'hôpital qui s'appelait Bourgard à l'époque, qui ne s'appelait pas Georges Sand. J'ai été pendant 4 ans interne dans cet hôpital. J'ai changé de service tous les 6 mois. Puis je crois que j'ai appris mon métier assez correctement.
aujourd'hui, on oblige les internes à changer tous les 6 mois, pas seulement de service, mais de ville. Comment voulez-vous qu'ils aient envie de s'installer quelque part s'ils sont nomades comme ça pendant 3 ans? J'ai un exemple très récent d'un interne qui avait été au centre de santé de Vierzon en médecine de ville, accompagné par un médecin senior qui l'a accompagné. Et puis, il aurait bien aimé venir comme interne à l'hôpital de Vierzon ou dans le service de gériatrie. Ah, on lui a dit, ah non, pas question, ça fait 6 mois que vous êtes à Vierzon, bon, vous revenez au CHU. Bon, je trouve que là, effectivement, on empêche les gens de connaître un territoire, parce que quand on y est pendant 2, 3 ou 4 ans, eh bien, on finit par connaître des gens, parfois on trouve un conjoint, hein, et puis, oui, c'est vrai. Hein, la plupart des médecins de ma génération qui étaient installés à Vierzon étaient des anciens internes de l'hôpital de Vierzon qui avaient fait leur place dans la ville, qui avaient rencontré une conjointe, parce que la plupart c'était des hommes, et qui sont restés dans cette ville qu'ils avaient connue et qu'ils avaient commencé à apprécier. C'est pas en 6 mois qu'on apprécie une ville, alors que tous les week-ends, comme un étudiant lambda, on retourne au CHU où on a son appartement et son conjoint. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a une erreur, et c'est pas cette 4e année, à partir du moment où elle sera sur le même principe, c'est pas cette 4e année qui apportera une solution. D'autres Oui. Excusez-moi, juste si je peux juste réagir, c'est juste pour donner des éléments de réflexion aussi là-dessus. Bon, déjà, c'est que la 4e année, c'est pas encore fait, même si c'est en discussion, qu'il y a des chances que ça se fasse. Il faudra trouver si ça se fait, il faudra trouver les modalités pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Après, sur la question du nomadisme là que vous évoquez au niveau des internes, spontanément, j'aurais tendance à dire que oui, vous avez raison. De l'autre côté, il y a certains points, je me dis, ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas justement cette volonté de faire bouger, de faire connaître différentes réalités dans différentes villes, le risque, c'est que personne au départ choisisse de venir à Vierzon. Et c'est pas contre Vierzon, ça marche aussi pour Bourges ou quoi, hein, et qu'au départ, on ait des difficultés à faire venir des internes justement dans ces établissements-là, qui sont loin pour l'instant, hein, du CHU, et que on puisse les choisir que via un classement, et qu'on n'est pas forcément, encore une fois, les meilleurs à ce moment-là, ou en tout cas les plus motivés à venir ici. Donc c'est pas je suis pour ou je suis contre, à vrai dire, j'ai pas eu l'occasion de réfléchir totalement là-dessus, mais en tout cas, il y a des écueils aussi qui peuvent arriver, et de se dire, justement, c'était un choix de l'université poussé notamment par l'agence, de faire découvrir différents lieux sur le territoire, puisque on le sait, les internes ont plutôt tendance à vouloir rester autour de Tours. Et donc, plus ils s'en éloignent, plus c'est compliqué. Là, le fait de les obliger dans leur maquette à aller vers des hôpitaux plus périphériques était plutôt considéré comme une avancée. Mais effectivement, ce que vous dites est pas faux. Oui, vous m'entendez? Donc tout d'abord, je vais me présenter puisque ça vous permettra de resituer mon interrogation, enfin mes commentaires. Voilà. Donc Élodie Desclos, je suis la directrice de cabinet du député du Cher, François Cormier-Bouligeon. Donc certainement, voilà, pour reprendre les propos des incendiaires qui éteignent des incendies. Tout d'abord, vous exprimez mon désaccord, puisque la problématique de l'accès aux soins, de la désertification médicale est une problématique globale qui concerne donc les élus qui font et ont pour mission aussi de défaire pour corriger les erreurs qui ont pu être commises, notamment la fin du numerus clausus avec le numerus apertus, la création d'un CHU à Orléans, le doublement du nombre de médecins qui sera formé, puis également de faire confiance aux professionnels de santé par rapport à l'expérimentation. L'accord qui a été obtenu par le Premier ministre Castex d'une expérimentation justement sur les PADU pour reconnaître leur investissement
et mettre en place un dispositif au niveau de la région Centre-Val de Loire pour les accueillir de manière plus facile, compte tenu de la problématique de désertification médicale. Également, le dispositif, enfin l'accord qui reste à mettre, à engager et à trouver une voie effective de création d'une première année de licence en médecine à Bourges, justement pour rejoindre ce que vous avez pu dire contre on va dire, par rapport à la problématique d'attachement à un territoire des habitants. En effet, un étudiant de Bourges, si on lui dit que pour aller en médecine, il faut obligatoirement qu'il aille à Orléans, puis à Tours, il va peut-être pas forcément s'inscrire en médecine, alors que si on lui laisse la possibilité de faire sa première année pas trop loin en tout cas dans son département, il aura peut-être intérêt, un intérêt particulier à s'y inscrire et donc du coup à poursuivre ses études et à revenir dans son territoire d'origine. Donc voilà, un ensemble de dispositifs qui sont mis en place donc par une volonté politique, mais cette volonté politique, elle est née aussi des remontées que leur font part les élus locaux. Voilà, ces élus locaux, qui soient compétents ou pas d'ailleurs, comme le disait Madame de Choulot, voilà, dans la problématique d'accès aux soins. Et puis également des acteurs institutionnels qui mettent en place, donc l'ARS, la CPM, et des volontés aussi associatives, citoyennes. Par exemple, souvent donc, le député en parle, c'est un mouvement qui a fait assez de communication sur le sujet. L'association TDSS à Vailly-sur-Soldre, donc une association qui a été créée en fin d'année 2021, suite au décès d'un professionnel de santé, d'un médecin. Et ce sont les professionnels de santé qui se sont regroupés, qui se sont réunis entre eux pour promouvoir leur territoire, pour récolter des fonds, pour faire appel à un cabinet de recrutement qui leur permettra de recruter un médecin dans leur territoire. Parce qu'en effet, comme vous disiez tout à l'heure, la problématique aussi de l'accès aux soins, c'est la problématique du fait d'attirer les médecins dans le territoire et donc de rendre plus attractif le territoire qui est très important. Donc voilà, je tenais à vous faire part de cette position assez globale. Le sujet de l'accès aux soins, de la désertification médicale était une problématique qui nous concerne tous, élus ou pas élus, et donc notamment les élus les premiers concernés qui doivent agir. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Voilà, merci, vous m'entendez. J'ai été volontairement un petit peu provocateur. Je pensais plus aux élus responsables des temps passés, car actuellement, forcément, les élus sont confrontés au problème et ils sont dans la même galère que nous, à essayer de ramer dans le même sens. Mais bon, il faut quand même souligner que le discours constant pendant des décennies allait dans le sens du sabordage de notre système de santé. Je crois que ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Heureusement. Oui, je peux. Je peux, oui. Oui. Donc, moi, je vais faire une intervention qu'on a préparée à l'avance au nom de l'Union syndicale des retraités CGT. Une intervention qui nous semblait s'inscrire dans le débat d'aujourd'hui. En commençant par une citation, pour sourire un peu, si je puis dire, de Bossuet, qui disait Dieu, qui ne s'adresse pas aux gens qui sont ici, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. En effet, face au manque de médecins, une foule d'experts nous propose des solutions, toutes plus bancales les unes que les autres. Pour certains, ce sont des cabines d'examen connectées dans les supermarchés. Pour d'autres, ce sont des consultations de télémédecine ou encore des infirmières appliquant des protocoles pour remplacer les médecins dans les territoires déshérités. Bien entendu, la principale cause du problème est le numerus clausus maintenu à un niveau très bas pendant plus de 20 ans.
suivant en cela les économistes libéraux qui pensaient ainsi diminuer le nombre de prescripteurs, donc les dépenses de la sécurité sociale. Plusieurs éléments récents montrent que rien n'a changé, malgré les pseudo-engagements du gouvernement. Il n'y a pas de suppression du numerus clausus, car les universités déclarent ne pas avoir les moyens d'augmenter le nombre d'étudiants autant que de besoin. 10 000 places, soit le même nombre qu'au milieu des années 70, avec alors une population de 20% inférieure. Deuxième exemple, de nombreux jeunes partis à l'étranger pour faire des études de médecine, dont certains reviennent en France, demandent à valider leur diplôme, ce qui s'avère un véritable parcours du combattant, voire impossible. L'objectif inavoué, selon nous, est de provoquer l'effondrement de notre système de santé qui s'appuie sur le service public et un financement majoritaire par la sécurité sociale pour laisser la place au secteur privé et aux assurances. Pour conclure, citons l'exemple relaté par le Berry républicain du 11 juin dernier, qui évoque les démarches alors infructueuses de la commune des Aides-en-Gillon, au point de réfléchir à budgétiser 15 000 € pour mandater un cabinet chasseur de tête, spécialisé dans la recherche des médecins, sans résultat garanti. Aussi, nous proposons de sortir de l'absolue liberté d'installation des médecins et de leur formation au compte-gouttes. Voilà, je vous remercie. Monsieur Moulin, vous voulez répondre? Bon, je ne veux pas faire une réponse, je suis désolé, je vais répondre à côté de... Enfin, en même temps, c'était pas une question. Du coup, il y a eu la réponse de Monsieur Lanotte sur... je crois qu'il n'est pas fanat de l'idée de l'obligation d'installation. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité comme telle. Une réflexion sur les besoins des territoires, etc., doit être menée. Elle est en train d'être menée. Elle est menée depuis longtemps. Je crois qu'on est d'accord effectivement sur le constat. Le numerus clausus, alors du coup il a sauté, maintenant on est sur un numerus apertus. Dans la région, c'est un petit peu différent du reste, puisque avec la création du CHU, en fait, on va réussir d'Orléans, on va réussir à doubler le nombre de médecins formés. Alors profitons-en au niveau de la région. Effectivement, c'est pas des solutions à très court terme, mais on sait qu'il y en a peu. Et donc, il faut qu'on se projette sur les solutions à moyen terme, voire un petit peu plus long terme. Oui, je voudrais dire, effectivement, s'il y avait le projet d'une première année à Bourges, ça rendrait beaucoup de services, parce que je pense qu'il y a quand même un problème qui est global, hein, qui n'est pas seulement pour les études de médecine, mais je pense qu'il y a pour tous les étudiants qui doivent quitter leur ville pour aller dans une ville de faculté, c'est quand même un vrai problème. Beaucoup de familles, même des familles classe moyenne, pas si défavorisées que ça, quand il faut envisager de sortir 800 ou 1000 € par mois pour un enfant étudiant dans une ville de faculté où on n'habite pas, il y a quand même un très sérieux désavantage. Je crois que les bourses, c'est très bien. C'est très bien les bourses sur les revenus de la famille, mais le problème, c'est que ce n'est pas la même chose quand on habite à Tours et quand on habite à Sancoins ou dans un endroit ou à Saint-Amand. Hein, donc je pense qu'effectivement, là, il y a une vraie réflexion à mener et qu'effectivement, une première année à Bourges serait déjà une avancée, si je peux dire. Après, excusez-moi. Sur Bourges, il existe maintenant, avec des spécialisations, des spécialités pour ces droits et STAPS, pour pouvoir accéder aux études de santé, c'est déjà un bon début. Effectivement, il faut peut-être aller encore plus loin, mais c'est effectivement dans cette même réflexion. Il y avait d'autres mains qui se sont levées. Oui. Alors, je vous en prie. si ça fonctionne. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Donc, je suis Magali Bessard. Je représente ici François Bonneau. Donc, je suis vice-présidente à la région, déléguée aux formations sanitaires et sociales, et par ailleurs adjointe au maire de Bourges, déléguée à la santé. Merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette journée.
de cet après-midi, de ce colloque. Je me permets de prendre le micro parce qu'effectivement, je voulais réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon, clairement, on paye aujourd'hui des choix politiques, voilà, hein, qui nous desservent clairement aujourd'hui, qui desservent le territoire, puisque ça a été dit, on est la région qui est le plus concernée par la désertification médicale, et le Cher et l'Indre particulièrement en souffrent. Alors, Madame l'attachée parlementaire, plus que des dispositifs, on aimerait surtout des moyens, et notamment pour l'hôpital, parce qu'un hôpital qui dysfonctionne, eh bien, ce n'est pas de nature à attirer des médecins de ville, parce que des médecins de ville, ils ont aussi besoin d'un hôpital fort, avec des plateaux techniques, des blocs de chirurgie qui fonctionnent. Et aujourd'hui, à Bourges, ce n'est pas le cas. Et l'attractivité, ça commence par ça. Je pense. Hein. Moi, je ne suis pas professionnelle de santé, mais à écouter les jeunes médecins, en tout cas, je pense que c'est un sujet important. Et pour la population, c'est fondamental. Alors, oui, on a poussé collectivement à l'ouverture de la faculté de médecine à Orléans. C'est une excellente nouvelle pour notre territoire. Vraiment, il faut s'en réjouir. On pousse également pour qu'il y ait une passe, parce que oui, il y a 2 LAS à Bourges, 2 licences appliquées. Alors, je ne sais jamais ce que ça veut dire, mais c'est pour en droit et en STAP et en sport, effectivement, pour accéder ensuite à des études de médecine. Ça ne suffit pas, on pousse pour une passe. Pour que des jeunes du territoire puissent accéder aux études de santé, ça a été dit, parce qu'effectivement la précarité étudiante, c'est aussi un sujet dans notre département, la précarité des jeunes. Alors la région, on a évidemment poussé, on finance une partie aussi des locaux de la faculté, on a poussé, on finance pour l'ouverture de la fac dentaire qui a ouvert là à la rentrée, hein, c'était important parce qu'on n'avait pas de fac dentaire. On a une école publique de kiné aussi, hein, qui est financée donc par la région. Je le dis parce que ça aussi, c'est quand même une particularité de la région. Il n'y a pas beaucoup d'écoles publiques de kinésithérapie en France. Sur l'évolution des métiers, je crois que ça, c'est fondamental. La région a répondu à un appel à projet de l'État, hein, pour être territoire d'expérimentation pour les IPA. Pour leur permettre, donc les infirmières en pratique avancée, pour leur permettre d'avoir plus de possibilités de prescription. On attend toujours la réponse et on a obtenu que des IPA soient formées à la faculté de Tours en plus grand nombre, puisqu'elles étaient auparavant formées soit à Angers, soit à Tours en alternance. Elles n'étaient que 22. On a obtenu l'accroissement à 50. C'est important parce qu'il faut être clair, la désertification médicale, c'est un peu comme le changement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut entrer en résilience et s'adapter. On sait que pendant 10 ans, on va prendre cher, donc il faut trouver des solutions d'adaptation pour faire face à la situation. Et donc, il faut réfléchir à l'évolution des métiers, à l'évolution des pratiques, tous ensemble. Évidemment, il n'y a personne qui a de solution miracle et il faut vraiment agir sur plusieurs leviers. Ça, c'est certain. Les collectivités, elles n'ont pas la compétence. C'est une compétence, la santé publique, c'est un droit et c'est une compétence régalienne de l'État. Donc on y va, mais on y va en concurrence et ça, c'est terrible. Parce que du coup, on se retrouve à mettre de l'argent public, à proposer des aides à l'installation et chacun fait de la surenchère dans les territoires et on entre en concurrence entre les territoires, les départements, les communes. Et, enfin, c'est un système qui est quand même assez hallucinant et c'est de l'argent public, c'est l'argent des contribuables. Alors on fait tous l'effort. On est dans un territoire, on a l'habitude de travailler ensemble et on travaille bien ensemble, que ce soit avec le département, la région, les communes, parce qu'évidemment, on est tous concernés. Il n'y a pas une journée sans qu'on soit interpellé par la population, par des habitants qui n'ont pas de médecin référent et qui renoncent aux soins. Parce que c'est ça la réalité, le renoncement aux soins, et c'est la mise en danger de la population. Donc on y va sur les formations sanitaires et sociales, donc compétences de la région. Donc on a augmenté les quotas.
on augmente encore les quotas, on forme plus d'infirmières, on les a doublés les quotas, pour former plus d'infirmières sur le territoire régional, plus de kinés, plus de sages-femmes. On réfléchit, ça a fuité dans la presse, mais pour ergothérapeute à Bourges. Ça concerne le sanitaire, le médico-social et le social. Vous l'avez dit, je crois que Madame la vice-présidente du département, effectivement, il y a tous les enjeux sociaux parce qu'on cumule le vieillissement de la population, des inégalités territoriales et sociales, et donc d'accès à la santé. Donc il faut qu'on forme plus de professionnels, mais former plus de professionnels, ça ne servira à rien si par ailleurs on ne pose pas la question des conditions de travail. Aujourd'hui, le maintien en emploi des infirmières, c'est 5 ans. On était avant à 7 ans, aujourd'hui c'est 5 ans. Donc on finance 3 ans d'années d'études pour qu'au bout de 5 ans d'exercice, elle quitte la profession. Et si elle quitte la profession, c'est parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail, pour elle, sont intenables. Alors il y a eu des efforts avec le Ségur sur la rémunération, mais des efforts qu'il faut saluer, mais qui ne sont absolument pas suffisants, parce qu'il y avait tellement de retard qu'aujourd'hui, en fait, ça craque de partout. Et il y a des services à l'hôpital qui ne fonctionnent pas par manque de médecins, mais par manque de paramédicaux. Donc nous, voilà, la région, on forme plus de paramédicaux. En tout cas, on accompagne ça. On met des moyens, parce que du coup, former plus, ça veut dire agrandir les bâtiments. On y va. Ce n'est pas une compétence de la région. On y va quand même. Et puis, voilà, on essaie de trouver des solutions. On accompagne, on finance les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires dans le Cher. En région, on en a financé 108. Ça, c'est pareil. Ce sont des financements des collectivités et de l'État pour permettre l'exercice regroupé de médecins libéraux. En parallèle, on a l'exemple de Vierzon qui a créé en 2018 un centre de santé municipal avec des médecins salariés qui fonctionne. Alors oui, il y a des médecins retraités, mais c'est effectivement une bonne manière aussi de garder sur le territoire des médecins qui, de toute façon, sinon, auraient cessé l'activité. À Bourges, on porte le projet, on démarre en fait le projet de centre de santé. On a déjà une pédiatre, une gynéco, deux médecins effectivement qui, eux, sont retraités. On attend une qui elle, n'est pas jeune retraitée, mais voilà. Donc, on essaie tous de trouver des solutions et je pense qu'il faut qu'on continue de travailler particulièrement sur la question de l'évolution des métiers pour, vous avez raison, docteur Lanotte, dégager du temps aux médecins pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur l'activité purement médicale. Maintenant, les collectivités ne vont pas, tout résoudre parce que c'est quand même pas leur rôle. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci de votre intervention. Un petit mot quand même, un chiffre, parce qu'on parle du nombre de places dans les écoles, dans les IFSI, les écoles d'infirmiers. Il y a eu, je pense que le Covid y a été pour quelque chose. La promotion d'infirmières à Vierzon, à l'IFSI de Vierzon, qui est sortie là au mois de juin. Elles étaient 54, je crois, à l'entrée. Elles sont sorties 16. Donc, elles ont tout arrêté en cours de route. Je suis désolée, Elisabeth, je rectifie parce que c'est faux. Je sais, j'ai demandé. Alors, oui, mais sais. Pour le coup, en fait, il y avait 43 la session et il y a eu 27 lauréates. J'ai remis les diplômes vendredi. Il y a eu effectivement, il y a en fait le taux de persévérance qui a effectivement baissé. Alors, pourquoi sur cette promotion? C'est parce que c'est une promotion qui a commencé en 2019, c'est Parcoursup, et qui s'est pris de plein fouet la crise Covid, qui est allée en renfort dans les établissements. Donc, c'est pas Vierzon. Je ne laisserai pas dire qu'à l'IFSI de Vierzon, on forme mal ou je ne sais pas quoi les infirmiers. C'est pas ça, hein. Oui, mais c'est ce qui se dit et c'est faux. Il y a un problème de persévérance, mais c'est lié au contexte. On étudie de près, on va voir, en effet. En moyenne, il y a eu beaucoup plus d'abandon que dans les précédentes cohortes. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on voit sur les prochaines, si c'est lié à l'appétence du métier, à Parcoursup, il faut qu'on regarde de près. Mais là, on était sur une cohorte qui a quand même pris Parcoursup et le Covid. Donc, on ne peut pas encore vraiment mesurer l'impact Parcoursup. Ah non, je ne voulais surtout pas dire que la formation n'était pas bonne à Vierzon. Alors ça, c'est pas le cas. Oui, mais effectivement, Parcoursup est un vrai problème parce que d'abord, il y avait il n'y avait pas suffisamment de jeunes du bassin de Vierzon qui allaient à l'IFSI, contrairement aux années précédentes.
Et Parcoursup, c'est un vrai problème pour les IFSI. Oui. Gérard Santos-Fossol, médecin en retraite depuis quelques mois et élu à l'agglomération Bourges Plus. Donc tous les arguments qui viennent d'être déployés sont tout à fait recevables les uns et les autres. Mon expérience médicale me dit d'être un tout petit peu prudent sur les évolutions en ce qui concerne la formation, parce que effectivement, même si le numerus clausus, moi je l'ai connu à presque 9000 étudiants par an en 76-77, et il est descendu à 3500 en 2003-2004. Depuis, il remonte, mais le nombre de professionnels, que ce soit médecins ou infirmiers qui sont formés, ne veut pas dire exercice réel. Entre ceux qui abandonnent pendant le parcours, ceux qui n'exercent pas, ceux qui exercent à mi-temps, ceux qui s'installent très tardivement. Il faut savoir que les médecins, nous, lorsqu'on a été formés dans les années 77-78, on vissait la plaque le jour de la thèse, voire dans la nuit ou le lendemain matin. Et on travaillait à temps plein, voire plus. Actuellement, c'est plus du tout ça. Les gens s'installent, la thèse, plus 4 ou 5, avec parfois des carrières extrêmement courtes, parfois à temps partiel, et des carrières qui durent pas très longtemps parce que souvent les professionnels sont couplés par, je veux dire, médecin, il y en a un qui continue, l'autre qui arrête, etc. Donc la notion de travail à temps plein ne veut pas dire du tout le nombre de professionnels qui sont formés. Donc ça, il faut être extrêmement prudent là-dessus. C'est pas parce qu'on est inscrit à l'ordre qu'on est installé. On le comptabilise certes, mais c'est pas du tout en activité. La deuxième chose, c'est que je retiens surtout, c'est qu'il y a dans le département du Cher une volonté quand même importante qu'on vient de constater, que ce soit à la ville de Bourges, le département et nous-mêmes à l'agglo. On essaye avec la direction ou avec la cible de l'ARS, de vouloir travailler dans le même sens. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Chacun voudrait s'accorder les lauriers de la victoire, alors que chacun fait ce qu'il peut dans son domaine et on travaille pas mal pour l'instant. Nous, de notre côté, à Bourges Plus, évidemment, comme pour les autres, ce n'est pas une compétence de l'agglomération, mais c'est une compétence transversale. Et donc, au motif d'accueillir la population et de la maintenir chez nous, il faut au moins s'en occuper. Et un des grands problèmes de l'agglomération, avec des communes un peu rurales, et puis d'autres structures comme le PETR, qui comprend 90 communes, on a mis en place, à côté du CNS de Bourges, le contrat local de santé de Bourges, on a mis aussi en place un contrat local de santé du PETR. L'objectif, c'est de faire en sorte de maintenir les gens à domicile. Un de nos objectifs, c'est de faire maintenir les gens à domicile de conserver l'autonomie maximale. C'est une des missions qu'on s'est notées parce que ça nous paraît important comme élément de santé. Un des éléments qui vient d'être révélé tout à l'heure, c'est la notion d'accès aux soins. Et on vient de voter la semaine dernière, jeudi ou vendredi, la mise en place d'un partenariat avec une mutuelle. La mutuelle qui était ciblée, entre autres, sur l'accès aux soins des personnes quelque peu précaires, femmes avec enfants, travailleurs qui ne travaillent pas tout le temps, constamment, travailleurs précaires, avec des emplois plus ou moins importants. Et puis l'autre tranche de la population, c'est les personnes âgées qui sortent du marché du travail et qui ne sont plus pris en charge par les mutuelles de leur travail. Donc cet accès aux soins via la prise d'une mutuelle nous permet de souhaiter que le maximum de gens adhèrent pour qu'ils ne se sentent pas exclus du système de soins. Voilà notre ambition, même si elle paraît modeste, elle est extrêmement importante. Et puis l'autre maintenant, c'est de travailler avec le SAS pour essayer de répondre
aux appels de toute la population. Merci de votre témoignage. Alors, Oui, bonjour à tous. Linda Gaumont. Je fais partie donc du CDCA et du côté personnes handicapées. Voilà, je vous ai tous bien entendus. C'est formidable quand même. Il y a quand même beaucoup de choses positives malgré tout. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle aussi des handicapés parce que l'accès aux soins est encore plus difficile pour nous et qu'il n'y a pas de, justement, pour se déplacer quand on est dans une petite ville, dans un petit village comme Cross et qu'on est loin de tout. En fait, compte, il n'y a rien qui est mis à notre disponibilité, même à notre disposition, pardon. Même les ambulances n'ont même pas de voiture aménagée pour nous emmener. Quand je prends une ambulance pour m'emmener quelque part, je suis allongée et on n'est pas malade. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est malade. Et nous, on voudrait, enfin moi personnellement, et je pense que je parle pour tous ceux que je représente à l'APF, nous voudrions avoir des voitures qui soient adaptées pour qu'on puisse aller voir le médecin, aller voir le gynéco, aller voir l'ophtalmo, enfin, et qu'on puisse avoir ce moyen pour y aller. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligée de demander à quelqu'un de m'emmener. Et j'aimerais bien pouvoir avoir accès toute seule avec quelqu'un, un taxi ou un VSL, mais qui soit adapté. Et une seule chose, je voudrais remercier Madame Sanson, que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir mon rendez-vous chez le gynéco et j'y suis allée. Je vous remercie. merci de votre témoignage. Je crois que oui, je voulais juste, tant mieux si ça a pu se résoudre effectivement. Et puis, oui, je voulais juste vous répondre par rapport au taxi spécialement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on essaye de travailler avec les taxis actuellement pour augmenter le nombre de véhicules adaptés dans le département. Il y en a très peu actuellement. On est à peu près à 7 il me semble, 7 véhicules adaptés. Et par comparaison, dans le département de l'Indre-et-Loire, il y en a une bonne quarantaine. Donc c'est vrai que dans le département du Cher, il n'y en a pas assez. Et les taxis nous disent, bah oui, mais ça coûte cher de faire équiper le véhicule. Voilà, donc on n'a pas d'aide par rapport à ça. Et donc voilà, donc on est... alors, pour les transports qui sont réalisés avec ce type de véhicule, les taxis peuvent, enfin quand c'est un transport remboursé par l'assurance maladie, peuvent avoir un petit remboursement supplémentaire, enfin une majoration voilà, qui leur permet malgré tout voilà, de pouvoir amortir quand même en partie le véhicule. Et voilà, c'est tout un travail de persuasion actuellement qu'on est en train de mener. Bon, j'espère que ça va porter ses fruits dans les prochains mois. Oui, parce que c'est un problème qu'on voit, nous, dans mon cumul emploi-retraite, je travaille pour le dispositif d'appui à la coordination, le DAC, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre quotidiennement. Je ne sais pas si elles sont encore dans la salle, les dames. Mais la du personne vient de DAC. partir, la responsable du DAC. Et est-ce que vous voulez dire un petit mot, Karine? Karine est partie. Bonjour, Mathilde Ley, chargée de mission pour le DAC. Donc nous, le DAC, on est un dispositif